Ok, on vous regarde. On fera un petit coucou tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir vos grands-mères, donc Monique, Jacqueline et Marie-Françoise. La preuve, enfin voilà, ça m'étonne même pas le fait que vous soyez presque cousins. Enfin, ce genre de truc. Ça arrive tout le temps avec votre Ça grand-mère. arrive tout le temps. C'est vraiment quelqu'un. Hors du commun. Hors du commun, on discute beaucoup. Elle m'emmène voir les mirages, rencontrer son équipe de pilotes qui sont tous fabuleux. Elle m'a fait rencontrer sa petite famille à Payerne, le club d'aviation, tout ça. Et voilà, c'est. Et qu'est-ce que vous pourriez me dire de son frère aussi? Vous êtes proche de lui, Kevin, oui, bah c'est pareil. Je l'ai aidé pour son apprentissage de pilote. Et maintenant, il est en compagnie à Montréal. Voilà, on découvre Kevin. Eh, beau gosse, votre Il s'est frère. fait pousser la moustache. Ouais, plutôt. Hein. Il est pilote lui aussi. Il est pilote de ligne. Et je dois dire que la première fois qu'il m'a emmené, quand il venait d'avoir son brevet, et quand il m'a emmené, j'ai senti que vraiment, il s'est check vraiment très soigneusement, etc. Puis après, il me dit comment c'était. Je dis c'était super, j'ai pas eu une seconde d'appréhension. Tu seras un très bon pilote. Et c'est un très bon pilote. Et c'est quelqu'un de merveilleux avec lequel j'ai beaucoup de complicité, comme avec Émeric. Vous lui parlez beaucoup? Ah oui, on s'envoie des mails, on s'envoie des photos. Il est où en ce moment? Bah, normalement, il est à Toronto. Pourquoi normalement? Bah, parce qu'il vole dans... Ah oui, c'est ça, oui, bah oui, mais il est pilote, donc on sait jamais où il est. Non, On les connaît, les pilotes. Oui, oui. Vous l'avez pas vu depuis combien de temps? Un an. Un an. C'est difficile de ne pas voir les gens qu'on aime comme ça pendant un an. Vous avez quelque chose à dire à votre grand-mère, Émeric? Bah oui, je t'aime. Et que Kevin, Kevin il est là. Il est venu pour... C'est pas vrai. Mais oui, c'est votre surprise. Kevin est là. Oh, je suis contente de le voir. Pose-toi. Ouais. Merci. Comment ça va? Ça va? Ça va? Et toi? Oui. Bonjour cousine. On a été plus souvent à la Villa de la Garde que beaucoup chez oncle Roger et tante Mère. D'accord, oui, en effet, c'est vraiment toute ma famille. Donc, hein, d'accord. Salut, cousin. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la villa? Elle est vendue? On va en parler après. Le pire, c'est que ça arrive. Mais oui, c'est-à-dire, elle a comme ça des histoires incroyables, parce que c'était quand même une chance sur 1 million pour que nous ayons un point commun aussi fort. Donc, c'est déjà arrivé qu'au Canada, je parle de quelqu'un qu'elle connaisse sa famille. C'est incroyable. Je sais pas comment elle fait. Elle rayonne, hein, votre grand-mère. Ouais. Quel lien vous avez? Ah oui, vous êtes content de la voir. Ben oui. Ah, moi je l'adore. On est pilotes tous les deux. Ah, ça fait un point commun. On a une complicité. On a une complicité. J'adore cette phrase avec vous. C'est improbable de vous deux. On est pilotes tous les deux, oui. Et du coup, il y a un truc entre pilotes, c'est ça? C'est-à-dire que vous comprenez en tout cas sa vie, quoi. En fait, c'est une grande famille. C'est une grande famille parce qu'il y en a toujours un qui connaît quelqu'un qu'on connaît. On va dans un club, ah bah tu viens d'où? Bah de tel endroit, bah oui, il y a un tel qui est chef pilote, bah oui, je le connais, j'ai volé avec, etc. C'est ça qui est merveilleux. Et quand on est seul, on le ressent encore plus, vous voyez. Ils vous apportent énormément, ces deux-là? Beaucoup, beaucoup. Je les adore. Je ferai tout ce que je peux pour les aider, où qu'ils soient. J'irai n'importe où pour être avec eux s'ils en ont besoin. D'ailleurs, pour tes 80 ans, apparemment, on va faire du couchsurfing. Oui, pourquoi pas. J'ai pas l'impression que ça lui ferait vraiment peur. Hein. Ouais. À mon avis, elle serait au taquet. Hein. Elle sera au taquet, ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie, vous, Kevin, de lui dire à votre grand-mère? Vous avez traversé la planète pour venir ici aujourd'hui. Oui. Non, mais j'aimerais dire que on l'aime beaucoup. Et je pense qu'Émeric et moi, on aimerait vraiment la remercier.
parce que c'est vraiment elle qui nous a aidés à nous lancer dans notre passion. Moi dans l'aviation, mon frère dans ses drones. Et, Tout le monde a la tête dans les étoiles. Hein. c'est ça, c'est exactement Ah, ça, c'est c'est ça, un hein. truc de famille en fait. Tout à fait. Et non, en fait c'est ça, elle nous a fait confiance. Et je pense qu'elle a vu en nous une passion et une envie d'arriver quelque part. Et donc elle nous a juste donné le coup de boost dont on avait besoin. C'est un bel hommage qu'ils vous rendent aujourd'hui. Hein. C'est Mais je crois qu'on est amoureux des uns des autres, tous les oui. trois. c'est clair. Moi aussi, j'adore ma famille. Nathalie, vous êtes journaliste, votre visage évidemment est très connu des téléspectateurs, vous avez présenté les soirées de BFM, on vous a vu dans 7 à vous aux côtés d'Alessandra Sublet, on vous a entendu sur Europe 1, enfin un peu partout, on va faire la liste. Non, Mais c'est pas- ce que tout le monde ignore, c'est que chaque jour, cette année, avant d'aller à la radio, et même un peu avant d'ailleurs, vous vous rendez chez votre grand-mère, Rosine. Oui, en fait, c'est un schéma qui date même d'il y a peut-être une dizaine d'années. En fait, j'ai toujours travaillé un peu en horaire décalé. Ouais. C'est avéré que ça s'est présenté comme ça, peut-être à cause de ma voix. Toujours est-il que BFM, c'était les soirées, Europe 1 également. Et donc, ça m'a toujours laissé une certaine disponibilité en matinée. Et inconsciemment, mécaniquement, on a mis en place, parce qu'on est extrêmement proche d'elle et qu'il y a une filiation, il y a une sororité, on est vraiment une équipe de femmes. D'accord. Donc Donc vous, votre mère, voilà, maman, ma tante, Ouais. et donc autour de ma grand-mère et ma fille oui, qui a 7 ans, donc qui est encore un peu petite pour s'impliquer complètement, mais qui est aussi très présente. Et puis voilà, les choses se sont mises en place quand mamie a eu plus besoin de nous, parce qu'elle faisait partie de notre quotidien, véritablement de nos vies. Moi, j'ai pris du plaisir et puis j'ai trouvé évident d'y aller. quel âge elle a? Elle a 98 ans et demi aujourd'hui. Et demi aujourd'hui. C'est important le et C'est demi à cet important âge-là. aujourd'hui parce que voilà, 99 en janvier, voilà, c'est aussi très angoissant pour nous, Bien sûr. très angoissant pour elle aussi, même si elle est plus très connectée à l'idée de, voilà, des années qui avancent. Mais elle vit chez elle aujourd'hui. Elle vit chez elle. Seule. Non. Non, aujourd'hui elle est accompagnée. Aujourd'hui, elle est accompagnée. Elle vit loin de chez vous? Non, alors on a beaucoup de chance. On habite à Paris, intramuros, on est dans le même arrondissement, donc j'ai cette possibilité de déposer Faustine à l'école, ma fille, qui s'appelle Faustine. Oui, j'arrête. C'est pas une blague. je sais. Je dépose la petite à l'école et je fonce en fait chez mamie et c'est là-bas que je passe mes coups de fil pour le travail, que je lis la presse, que en fait je commence Avec ma elle, journée. commencez votre journée avec elle. avec elle, vous levez un petit peu C'est tous ça. les matins avec elle. Juste, on va découvrir le visage de Rosine à travers quelques images, mais d'abord parlez-moi d'elle. Quel genre de femme c'est? C'est une femme qui s'est retrouvée veuve à 29 ans, donc en Algérie à l'époque. Au moment, très vite, la guerre d'Algérie fait rage. Donc ensuite, arrivée en France avec ses 2 filles, parce qu'à ce moment-là, 29 ans veuve, une petite fille de 3 ans, une autre de 6 mois. Donc évidemment, un chemin compliqué, prise en charge par ses frères et sœurs, heureusement, par sa famille très aimante, très aidante. Et puis donc, cette arrivée en France, esselée, même si à minima en tout cas entourée. Et puis une femme vaillante parce que elle a tenu bon, elle a jamais voulu refaire sa vie, par amour pour son mari, dont elle parle encore. et son caractère? Son caractère, elle est, c'est un peu le rock, c'est un peu le phare de cette famille. C'est elle qui mène pas mal la barque, qui C'est vrai me guide. Moi, quand j'ai besoin d'être rassurée, etc., c'est elle qui me prend le bras et qui me dit vas-y ma chérie, ça va aller. Même à 98 ans et demi? Oui, il y a une forme chez elle d'autorité naturelle. D'accord. Il y a quelque chose encore d'assez serein. Alors on va faire connaissance en images maintenant avec Rosine. Nathalie voit le jour le 22 novembre 1976. Elle grandit avec toute sa famille à Paris, mais entretient une relation particulière avec sa grand-mère maternelle, Rosine. En effet, en grandissant, Nathalie ne la quitte plus. Leur relation devient fusionnelle, à tel point que des années plus tard, à la naissance de sa fille, c'est chez sa mamie que la jeune femme se rend en sortant de la maternité. Vacances, anniversaires, repas de famille, Nathalie n'oublie jamais sa grand-mère. De son côté, Rosine sait qu'elle peut compter sur sa petite fille et malgré les années qui les séparent, les 2 femmes passent de merveilleux moments de tendresse et de complicité. Oui, bah, évidemment, c'est fort comme chaque instant passé avec elle depuis toujours et avec cette angoisse viscérale de demain. Parce qu'évidemment, 99, pour ainsi dire, il y a une éminence. Donc voilà, c'est compliqué de le gérer, c'est compliqué de l'appréhender, de l'apprivoiser. Donc chaque moment est une minute de gagner.
Et puis voilà, et puis ce livre, c'est aussi ça, c'est l'inscrire dans une forme d'éternité. Et ce 13 mars, alors racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce 13 mars, voilà, on est tous un peu groggy, nous tous en France. La veille, Emmanuel Macron a annoncé un confinement généralisé et strict pour le lundi. Et donc, on est là tous sonnés, hein, je pense. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je dépose quand même Faustine à l'école. Et puis, je vais comme d'habitude chez elle. Sauf que j'ai le double de la clé, bien entendu. Donc il est 9h15, je sonne pour la prévenir, mais j'entre avec ma voix plutôt enjouée, parce que quand j'arrive chez mamie, je fais en sorte d'être toujours enjouée. Mamie, c'est moi. Et là, pas de réponse. Et surtout, je vois en fait dans le prolongement du couloir la silhouette, son corps en fait, avec ses jambes au sol. Et voilà, mamie inerte. Heureusement, elle est consciente. Elle est consciente. Elle a la tête sur le carrelage et tout de suite, je sais pas du tout de la manipuler, mais je lui parle, je sens son pouls et je lui demande mamie, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment tu es? Parle-moi. Et elle me répond très consciemment qu'elle est tombée, elle sait pas quand. Dans la salle de bain, il fait noir, donc salle de bain couloir, il fait noir, donc elle se rend pas compte si ça fait longtemps ou pas. Je vérifie que en fait, ça fait probablement pas longtemps parce je la couvre, elle repousse le manteau que j'enlève et que je pose sur elle. Et puis voilà, et puis là, c'est le cauchemar dans le cauchemar en fait qui commence. Parce que je sais très bien ce qui va se passer, parce que j'appelle les pompiers évidemment immédiatement. Je ne sais pas de la manipuler, même si elle me demande de la mettre dans son lit, mais j'ai trop peur de la blesser. Et là, ils sont très clairs, froids, placides, ils font leur mission et je respecte ça ô combien, surtout dans les circonstances du moment. Ils me disent, ils vont l'emmener, ils ne la remettront pas sur son lit et pourtant elle le réclame aussi, je les supplie, je les implore. Ah, vous les suppliez de la laisser? Je leur dis, mais vous savez très bien quel est le risque, quelle court. Moi, j'ai qu'une angoisse, c'est ne plus jamais la revoir en vie. Mais vous vous dites pas qu'aussi il faut vérifier qu'elle ait rien, si vous êtes tiraillée en fait? Si, je suis extrêmement tiraillée, mais je sens qu'elle n'a pas de... Voilà, en tout cas, il n'y a rien d'apparent, oui, et je sens qu'elle n'a pas de douleur particulière. Elle est consciente, elle parle normalement, donc vous dites, je vous en supplie, laissez-la là. Voilà, c'est tout ce que je leur demande, mais je les implore, je suis en larmes, je leur demande véritablement d'entendre ça, de comprendre que c'est un danger imminent pour elle que d'être dans ce milieu. Et puis, et il reste, ils vous disent que... Et voilà. Et là, on se retrouve aux urgences avec... Et vous avez accès aux urgences, vous, à ce moment-là? J'ai accès aux urgences parce qu'on est encore 3 jours avant le confinement. D'accord, donc vous pouvez l'accompagner à l'hôpital? Donc je l'accompagne, on n'a pas les gants, on n'a pas les masques, on n'a encore rien, on est juste avec le gel hydroalcoolique, on est très peu équipés, on est là, on y passe des heures, on attend, on ne sait pas, etc. Et on nous dit, elle ne sortira pas. Elle va rester là. Elle va rester, pneumopathie, arythmie cardiaque, donc ça c'est souvent le cas pour les personnes du grand âge, mais pneumopathie et puis manque d'oxygène. Donc ils nous disent on ne peut pas la laisser sortir. Elle nous implore de nouveau, nous, une fois qu'on peut la voir. Ce qui est terrible pour vous, parce qu'elle vous suit aussi. Parce qu'on est entre la culpabilité évidemment permanente et puis on veut évidemment qu'elle vive, donc il faut la soigner, il faut la prendre en charge. Ce jour où vous quittez cet hôpital, ce jour-là, vous avez conscience moi, qu'il va se passer beaucoup de temps avant de la retrouver? Oui, je suis extrêmement, je suis ébranlée, je suis étouffée, je suis entravée, je suis une loque en fait, pour ainsi dire. Je vis avec mon téléphone portable sous l'oreiller, je sais plus comment je m'appelle. Je vis des heures, enfin on vit des heures avec maman, ma tante. Ouais. Extrêmement éprouvante, avec le seul sujet qui est de la faire sortir au plus vite. C'est notre urgence. La faire réintégrer son domicile. On n'a jamais souhaité que mamie soit prise en main à l'extérieur dans une résidence, EHPAD ou autre. Vous avez même parlé entre vous du fait que si elle doit s'éteindre, elle doit s'éteindre à la maison. Vous l'avez choisi, vous y avez pensé? Ah oui. Donc on parle un peu de ça, mais effectivement, entre vous, il y a un truc tacite un peu. Vous savez qu'il faut qu'elle sorte à tout prix. Il faut qu'elle sorte. Et elle dit quoi, Rosine? Rosine, elle veut sortir. Rosine, elle veut sortir. D'abord, Rosine est une battante, mais Rosine est une battante parce qu'elle sait très bien qu'on est dépendante d'elle viscéralement et qu'on ne fait pas un pas sans elle. Et là, le confinement formel commence. Et là, on ne peut plus la voir du tout. Donc je lui explique, je lui dis mamie, on va t'appeler 25 fois par jour s'il le faut, mais je peux pas venir, on peut pas venir. C'est pour ta sécurité.
elle comprend, mais elle est déjà, voilà, elle est plus chez elle. Elle se dit, mais Elle est pourquoi? sonnée, hein. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Oui, elle est troublée. Elle est troublée. Oui, puis le climat est extrêmement angoissant pour Bien tout le sûr. monde, mais alors encore plus pour une femme de cet âge-là, à Exactement. l'hôpital, sans les siens, isolée. C'est Elle qui a l'habitude de nous avoir tous les jours. Voilà, tous les jours. Il y a une quotidienne. rotation, c'est une ronde à 3 en fait, notre vie. C'est moi le matin, maman la fin de journée, ma tante le midi. Donc voilà, elle a son quotidien qui est comme ça, très marqué, Mais ouais. très organisé par notre présence. Et là, il faut au moins que je lui parle par téléphone. Donc, Elle a un téléphone? alors non, elle n'a pas de téléphone, parce qu'il s'avère que dans cet établissement, on est à la pointe de la technologie. J'en ris, mais à ce moment-là, j'en riais pas du tout. Les téléphones sont incorporés dans des écrans, des espèces d'écrans d'EHPAD. Elle peut pas, le tactile, elle connaît pas, elle sait pas faire. Donc je cherche par tous les moyens à communiquer avec elle, lui apporter un téléphone portable, elle saura pas, elle verra pas. Et finalement, je demande à l'hôpital, je leur dis, écoutez, voilà, je vais apporter un téléphone filaire, autorisez-moi ça, un téléphone à fil, son téléphone de la maison, à grosses touches, que je désinfecterai comme il se doit, etc. Ils me disent, bon, ok, on va faire ça. Je leur apporte, le sac est vérifié, etc. J'ai pas le droit de rentrer, très bien. Je passe mes journées au pied de l'hôpital et le téléphone n'est jamais branché. Le téléphone sera jamais branché parce qu'en fait, il n'y a plus de prise Ah non. dans la chambre. Bah ouais. C'est trop moderne. Allez comprendre. Et le téléphone sera laissé en fait au milieu de la chambre. Je ne saurais pas, je ne veux pas savoir. Et parce qu'ils essayent de la lever pour qu'il n'y ait pas de flébite et qu'elle est quand même en mesure d'être assise sur un fauteuil une demi-heure par jour. Je ne sais pas les détails. Elle chute elle se prend les pieds dans le fil du téléphone et elle chute, elle se casse la clavicule, elle chute sur le visage, elle a le visage tuméfié, elle chute là-bas au deuxième jour de son séjour. Et c'est le cauchemar dans le cauchemar une fois encore. Je me sens extrêmement coupable. Les choses se compliquent, on pense vraiment qu'on la reverra pas vivante. Et là, c'est le bout du bout, c'est-à-dire que mamie, on n'a jamais imaginé une seule seconde de se séparer d'elle, de toute façon. Pour nous, elle est éternelle. Ça peut paraître très enfantin, mais voilà. On ne peut pas imaginer l'après. Et donc là, ces circonstances, l'imaginer seule, dans cet établissement, avec des visages masqués, des mains qu'elle ne connaît pas, des voix qu'elle ne connaît pas. Alors, c'est contre de tout ce que vous construisez depuis des années autour d'elle, c'est le pire cauchemar. C'est le pire scénario qui le soit. pire scénario. Et elle va finir par sortir. Elle va finir par sortir, très confuse, parce que une confusion naît sans doute de cette chute aussi. Et là, en fait, on met tout en œuvre parce que le médecin nous dit, voilà, il faut qu'elle retrouve chez elle. Son domicile, ses racines, ses meubles, ses objets, c'est là où la confusion peut-être pourra se dissiper. Et je mets tout en œuvre, autant vous dire, dans des conditions, enfin vous connaissez les conditions à ce moment-là, au plus fort de la crise, je mets tout en œuvre pour trouver en fait des auxiliaires de vie. Donc autant vous dire une aiguille dans une foin, hein, dans une botte de foin. Et je trouve deux femmes exceptionnelles qui aujourd'hui sont là avec nous, qui font partie de la famille, 2 femmes exceptionnelles qui vont se rendre disponibles immédiatement et qui seront là pour l'accueillir et pour la sécuriser 24/24 depuis du coup mi-avril. Et ça a changé vous vous sentez mieux? Vous vous sentez envahi? On se sent les deux, c'est ça. On se sent les deux. Oui, évidemment, il y a une intrusion dans notre quotidien et dans notre organisation. Que vous aviez formé. Nous, voilà, dans notre ronde à 3. Bien sûr. Il n'y a plus cette ronde à 3. Il y a un orchestre élargi désormais. Mais elles sont assez exceptionnelles. Elles lui ont redonné, avec toujours notre présence extrêmement quotidienne. Hein, rien n'a changé. J'y vais toujours le matin, maman le soir, ma tante le midi. Rien n'a changé, mais la nuit, elle est en sécurité. On a beaucoup de chance de pouvoir organiser notre quotidien comme ça. C'est pas le cas de tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis qu'elle nous aurait pas, effectivement, elle serait esselée, elle serait certainement beaucoup plus abîmée, elle serait certainement beaucoup plus confuse, elle serait peut-être dans une maison, voilà, les choses seraient différentes. Nous, on serait peut-être plus libres. Il y a un mot, en fait, que vous prononcez pas depuis tout à l'heure, c'est le mot aidant. En fait, à travers votre histoire, à travers ce livre, vous rendez hommage à tous les aidants, aux millions d'aidants. Oui, plus de 8 millions. Alors le chiffre officiel est un peu flou, mais on est entre 8 millions et 11 millions d'aidants aujourd'hui. Ce chiffre, il est important. Ces aidants, ils sont essentiels parce qu'en 2060, demain, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Voilà, on est dans un vieillissement de la population inéluctable. Et ces aidants, ils sont aujourd'hui assez peu visibles, voire invisibles.
Et nous, on a beaucoup de chance parce qu'on se relaie à Troyes, parce qu'on habite dans Paris intramuros, à côté d'elle. Mais quand on habite à Vesoul et que notre grand-mère habite à Maubeuge, j'en sais rien. Voilà, c'est plus compliqué quand il faut prendre le train, quand il faut dépenser des sommes considérables, quand il faut se démultiplier, se dédoubler, avoir un don d'ubiquité. Voilà, c'est très compliqué. Vous lui avez lu votre livre? Je lui ai lu par morceaux. Parce qu'elle ne peut pas le lire, elle est trop âgée, mais je lui ai lu effectivement un certain nombre de chapitres. Elle doit être fière d'avoir une petite fille comme vous, Rosine. Elle vous le dit? Oui, elle est fière. Elle est fière, mais c'est grâce à elle. Tout ça, c'est grâce à elle. Regardez derrière moi. Regardez. Je t'attends avec impatience pour te serrer dans mes bras. Voilà. Je t'embrasse. Alors là, honnêtement, mais... Oh, pardon, je suis désolée. On avait envie de la voir, nous aussi. Mais pardon, voilà, j'en ai le souffle court parce qu'elle est discrète. Alors, elle peut être très prolixe, hein, beaucoup plus que moi d'ailleurs, là, à l'instant présent. Mais jamais j'aurais imaginé qu'elle ouvre ses portes à une caméra, même si elle vous aime beaucoup et jamais j'aurais imaginé ça. Jamais. Et puis elle m'a rien dit. En fait, elle m'a dit un truc, mais je n'ai pas tité un seul instant. Elle m'a dit, il y a des dames qui m'ont appelé pour prendre de mes nouvelles, mais elles m'ont dit de ne pas te dire. Hein. Alors je pensais que c'était les personnels de la mairie qui passent des coups de fil aux personnes isolées, parce qu'il y a cette mise en place. Et donc j'étais sûre que c'était ça. Mais je me dis, pourquoi elles ne veulent pas que je sache? Ça n'a pas de sens. J'étais sûre de mon coup quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, voilà, c'est des dames de la mairie. Oui, c'est un nouveau service de mairie. Une manière aussi de la rendre aussi, l'inscrire dans l'éternité, c'est un mot, une expression qui revient beaucoup depuis tout à l'heure. En la voyant là et juste après votre récit, voilà, ce sera encore un souvenir de quelque chose à garder précieusement dans le trésor de votre famille. Et donc là voilà, notre jeune Colline. Bonjour Colline. Bonjour. Pas trop impressionnée? Non, ça va. Non, ça va, je crois que tu connais bien l'émission. Oui. Donc tu es très à l'aise. Tu me présentes les deux femmes qui sont à tes côtés? Alors, c'est ma maman, Émilie, Bonjour Émilie. Bonjour. et ma mamie, Claude. Est-ce que parfois tu te dis que c'est toi qui as sauvé la vie de ta grand-mère? Non. Non? Tu te le sens pas comme ça? Non. Tu te sens pas un peu héroïne? Non. Bah moi je trouve que t'es un peu une héroïne. Comment tu me décrirais le caractère de ta grand-mère? Oh bah Claude a dit oh là 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 là, c'est pas possible, je vais commencer, je vais m'en prendre. Comment dire? Oui, c'est difficile. Elle est drôle? Oui, Elle est gentille? gentille, chouette. C'est la meilleure des grand-mères. Qu'est-ce que vous partagez toutes les deux? Vous faites quoi toutes les deux? Beaucoup de choses. On fait de la pâtisserie, de la couture, du dessin. Et vous vous voyez beaucoup toutes les deux? Oui, souvent, Oui, quand même. au moins une fois par semaine. Oui, au moins. Quelquefois plus. Est-ce que ta grand-mère est un peu ta confidente? Oui, Donc tu lui parles beaucoup? oui, Tu l'appelles beaucoup? oui. Vous habitez loin toutes les trois? l'une de Non. l'autre, non? Enfin, toutes les trois. Colline n'a pas son appartement seul. C'est une question un petit peu précipitée, mais pas encore. Non, non, on Donc a- vous habitez assez proches les uns des autres? Kilomètres. Oui, oui. Oui, c'est rapide. Et vous abondez dans cette relation qui Tout à fait. vous épanouit, vous aussi, Émilie, vous êtes Oui. heureuse de voir votre mère et votre fille Oui. aussi tout à fait. proches? Oui, c'est touchant, oui. Mais moi, avec maman, avant d'avoir Colline, on était déjà aussi très proches. Du coup, ça n'a fait que renforcer les choses, je pense. D'avoir... Alors, je voudrais que tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé. C'était au mois de mai? Oui. C'est ça? C'était... En 3 jours de la fin du confinement. Ouais, c'est ça. D'accord, ça a commencé par un rêve, je crois. Oui, Tu me ça a racontes ce commencé rêve 3-4 jours avant. J'ai rêvé que je perdais toutes mes dents. Ça, c'est un rêve qu'on fait... on l'a tous fait un jour, ce rêve d'avoir les dents qui tombent. Je crois que c'est un sens, hein? Oui. Tu connais le sens? Je crois qu'après, c'est qu'il y a quelque chose... Enfin, Oui, quelque chose de grave qui va se produire dans l'entourage. Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est ce que j'avais lu, mais je ne sais pas si c'est... Oui, c'est ça, même véridique une ou pas. mort, même une Une mort, disparition. oui. Tu le savais, ça, Colline? je le savais, oui, mais je m'y attendais pas. Ça t'a fait peur, ce rêve? Oui, il m'a fait peur quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dis-moi. Et C'était 2-3 jours après, je crois. oui, 2-3 jours après, j'ai voulu appeler ma
ma grand-mère. Ouais. Tu lui avais parlé ce jour-là déjà? Non, ma maman, oui, le matin. Donc c'est toi qui as demandé à parler à ta grand-mère? Oui, j'ai insisté. Puis, maman, elle n'avait pas... Enfin... Je pensais que c'était pas utile, mais ça, c'était eu le matin et que tout allait bien, j'étais pas inquiète de quoi que ce soit. Tu as insisté? T'as insisté ce jour-là? Oui. Tu voulais absolument parler à ta grand-mère? Absolument. Et tu ressentais quoi? Que si j'appelais pas, quelque chose de grave pourrait arriver si j'ai... Du coup, j'ai appelé et puis après, je me suis rendu compte qu'elle perdait la parole. Que ça avait du sens, mais ce qu'elle voulait dire, ne sortait pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit par exemple, si tu voulais me donner un exemple? Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait dans la journée et elle m'a dit qu'elle était allée dans des magasins, mais les noms des magasins, elle n'arrivait pas à me les dire. T'as senti qu'il y avait un truc qui clochait, quoi? Au début, je me suis dit que c'était un mot, mais après j'ai insisté, puis j'ai vu que non, c'était vraiment pas normal. C'est fou, tu sais, à 9 ans, de se rendre compte que la façon dont parle ta grand-mère, alors qu'elle est, visiblement, elle n'était pas totalement incohérente, c'est juste des mots. T'as quand même senti que ça n'était pas normal, qu'elle n'était pas à son habitude. Tu l'as dit à ta maman en raccrochant? J'ai pas raccroché. J'ai donné le téléphone à maman et je lui ai dit que mamie, ça n'allait pas. Et elle lui a reparlé et... Vous l'avez prise au sérieux, votre fille, quand elle est... Tout de suite? Oui, parce qu'elle s'est effondrée en sanglots et j'ai senti que oui, il y avait vraiment quelque chose de grave qui se passait. Donc vous l'avez rappelé? Donc moi j'ai pris le téléphone, on n'avait pas raccroché, j'ai pris le téléphone, j'ai parlé à maman et puis oui, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais c'était pas flagrant. Effectivement, elle était tout à fait consciente, mais les mots avaient du mal à sortir, quoi. Et je me suis dit, c'est pas normal, tu as raison, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais faire quoi? Parce qu'on va pas appeler l'hôpital en disant, même ma grand-mère cherche ses mots, quoi. Justement, on a appelé le 15. Et ils ont dit qu'ils allaient la prendre en charge et pas longtemps après, ils l'ont rappelé. Ils l'ont rappelé. Et ça allait un peu mieux. Un peu mieux, mais bon, c'était pas encore tout à fait normal. Qu'est-ce que toi, tu pensais qu'elle faisait quoi, ta grand-mère? Un AVC. Alors comment tu sais ce que c'est comment tu sais ce que c'est qu'un AVC? Alors non, peut-être parce que on en parle beaucoup dans notre émission et que tu regardes l'émission, mais quand même. J'avais fait des crises d'épilepsie, je fais de l'épilepsie, donc la première crise que j'ai faite, maman avait cru que c'était un AVC. D'accord, donc tu connaissais les signes de l'AVC, donc je pouvais chercher ces mots. Oui, et puis je sais un peu les choses. Ouais, j'aime bien les choses. Elle aime bien dire oui, mais en fait, quand même, ça s'est bien passé. Mais en fait, et donc, on rajoute du raisonnement par-dessus. On est sûr qu'on a les 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, ça ne fonctionnera pas, que ce soit en recrutement ou dans la relation. Eh bien, là, c'est notre intuition qui a parlé d'abord. Mais comme nous aimons être des êtres de logique, on calme, on apaise notre intuition. On ne veut pas l'écouter parce qu'elle nous paraît irrationnelle, irraisonnée. Comment tu sais ça? En fait, si on accepte de dire qu'en fait, les deux sont utiles, le rationnel et l'intuition, mais qu'il n'y en a pas un qui a plus de pouvoir sur l'autre, l'intuition, on va pouvoir déjà la laisser émerger. Ensuite, comment on l'entraîne? Tout simplement en l'écoutant un peu plus. C'est vraiment une sensation du corps qui est là et qui, au fur et à mesure, nous parle. Vous l'avez dit tout à l'heure, Faustine, c'est marrant, vous discutez, je vous connais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qu'on rencontre comme ça se match et tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose de positif. Vous ne l'avez pas raisonné, c'est une sensation. Eh bien, c'est ça l'intuition. Il faut ouvrir ça. Mais la plupart du temps, derrière, on veut refermer pour plein de raisons et on passe à côté. Vous êtes connecté à vos intuitions, Nathalie? Oui, je crois. Moi, j'ai souvent foncé chez mamie en pyjama avec une paire de Santiago et un impair pour... Pourquoi les Santiago? Pourquoi le pyjama? Voilà, comme ça, ok. Allez comprendre. Parce que j'appelais à 9h du matin que ça répondait pas et que je comprenais pas pourquoi. Et j'ai débarqué avec l'imperméable sur le pyjama en ouvrant la porte, en paniquant pour voir si tout allait bien. Et soit elle avait mal raccroché le téléphone, soit elle l'avait pas entendu. Heureusement, il n'y avait rien eu de problématique, mais ça m'est arrivé souvent. Et aujourd'hui, alors que vous avez eu cette grande frayeur, vous avez souvent des intuitions, enfin, vous êtes devenue encore j'ai plus des heureuse. inquiétudes. Je crois que j'ai à ce stade de c'est encore autre chose. Voilà, j'ai beaucoup d'inquiétudes. J'ai beaucoup d'inquiétudes. L'intuition peut vraiment la développer, notamment aussi quand ça vous est aussi, j'imagine, déjà arrivé. Vous pensez à quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs vous y pensez, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis 3 ans. Et d'un seul coup, vous pensez à cette personne et cette personne vous appelle, va vous envoyer un texto. Oui, c'est vrai. On l'a tous vécu. En réalité, c'est présent en chacun d'entre nous.
mais on a ce côté très occidental de ne pas vouloir y aller. Parce que comme si ça n'avait pas de sens. Donc c'est ton... Vous n'avez pas vu vos grands-parents depuis combien de temps? Un peu plus de 5 ans. 5 ans. Vos grands-parents paternels? Oui, c'est ça. C'est bien suite à un conflit de famille que vous avez été séparés d'eux? Oui. Et pourquoi avoir décidé d'en parler aujourd'hui ici? Parce qu'il me manque, tout simplement. Ouais. C'est une partie de ma famille qui m'a été enlevée. Aujourd'hui, j'ai envie de la retrouver. Vous avez eu l'impression, Tiffaine, vous, que se construire sans ses grands-parents, c'était compliqué ces 5 dernières années? Oui, vraiment beaucoup. Et de manière générale, sans la moitié de sa famille, on se construit d'une manière bancale, complètement bancale. C'est-à-dire que vous sentez qu'il vous manque quelque chose? Oui, et ça a même des répercussions sur ma santé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai des problèmes de santé mentale, j'ai des problèmes de santé physique, j'ai des problèmes aussi, j'arrive pas à toujours bien gérer mes émotions. J'ai développé, alors d'autres facteurs sont entrés en ligne de compte, mais j'ai développé une addiction. J'ai du mal à... Pardon? Une addiction à quoi, si je peux me permettre? Aux écrans. D'accord. J'ai également développé des problèmes de sommeil, des insomnies qui peuvent durer jusqu'à 4 heures. Des problèmes aussi où en fait le soir quand je me couche, c'est le moment où en fait je me sens seule et c'est le moment où toutes les pensées reviennent en tête et du coup en fait je procrastine là-dessus. Donc et vous leur avez dit à vos parents à quel point vous souffriez de cette situation, Tiffaine? Ma mère le sait, mon père non. Et vos grands-parents, à quel moment ils vous manquent, Tiffaine? Principalement pareil, les fêtes de famille, Noël, les anniversaires. Aussi là je vais bientôt passer mon diplôme. Donc je vais avoir ma remise de diplôme et c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il soit là. Félicitations. Merci. Et aussi, dans la vie quotidienne, c'est par exemple le dimanche. Le dimanche où on n'a rien à faire, où on a envie de sortir, mais tout est fermé. On se dit, là, je serais bien aller manger chez mes grands-parents. Vous savez où ils habitent, vos grands-parents? Oui, je sais où ils habitent. Et alors, vous avez jamais eu envie d'aller taper à leur porte? Si, très souvent. Et pareil, je sais où habitent mon père, mon oncle, ma tante, mes grands-parents. À chaque fois, j'ai eu envie d'aller chez eux, mais j'ai peur en fait. Vous avez peur de quoi, Tiffaine? Un nouveau rejet. Je sais pas si j'arriverai à encaisser celui-ci. Parce que vos grands-parents vous ont jamais rejeté. Vous avez été, je sais pas, je pose la question, vous avez été pris en otage au cœur de ce conflit familial, mais vos grands-parents n'ont jamais manifesté le désir de mettre cette distance. J'imagine qu'ils l'ont subi comme vous, non? Je sais pas en fait. C'est. Vous savez pas. Et vous avez pensé écrire déjà? Peut-être écrire une lettre? Effectivement, j'ai pensé à écrire, coup de fil, aller les voir aussi. Mais ouais, comme dit, je me dis, si je suis un rejet, ou même si je sais qu'au fond de moi, ce serait juste qu'ils seraient pas prêts, ou qu'ils seraient... je sais pas, ils commencent à devenir vieux, à devenir âgés. Donc peut-être qu'ils seront jamais prêts, mais le fait de le vivre concrètement, ce serait très très violent pour moi. Ce qui est terrible, c'est que j'imagine pas, vous étiez très jeune au moment de la séparation Oui. avec votre papa. C'était il y a combien de temps, ce conflit familial? La séparation a commencé quand j'avais 7 ans et le divorce s'est prononcé quand j'avais 15 ans. 7 ans, donc je n'ose pas imaginer que des grands-parents aient quoi que ce soit à vous reprocher, en fait. Donc c'est fou d'imaginer même qu'ils puissent vous rejeter, peut-être par conflit de loyauté avec leur fils, mais malgré tout, rejeter une jeune fille de cet âge-là qui ne demande que de l'amour et qui n'a pas fauté. Je sais pas, peut-être Marie, c'est possible. Je suis sûre qu'ils se sentent très coupables de ne pas avoir réagi et que le temps a passé, qu'ils ne savent plus quoi faire et que peut-être ils seront maladroits quand vous taperez à leur porte, mais que ça vaut la peine. Qui doit le faire, en fait, vous pensez? Alors, ils ont quel âge, bien vos sûr que grands-parents? c'est elle. 93 ans. 93 ans? Oui. Ah oui, donc vous avez en plus, j'imagine, oui. cette horloge qui passe, qui C'est vous ça. fait peur. Parce que il faut absolument... Alors moi, je ne suis pas du tout à votre place, mais je me mets 2 secondes en disant que ça n'est pas possible qu'ils partent, alors que vous n'ayez pas pu leur dire à quel point ils vous manquent. C'est ça, et puis il y a aussi des choses que j'aimerais apprendre. Ma grand-mère est allemande, elle est née en Allemagne, et moi j'aimerais vivre en Allemagne. J'habite aujourd'hui à côté de l'Allemagne et j'aimerais y vivre. Et j'aimerais qu'elle me dise un petit peu comment c'était la vie en Allemagne dans les années 40, dans les années 50. Qu'elle transmette. Et c'est ça, qu'elle transmette. Oui, c'est vraiment le rôle du grand-parent. C'est le En plus, rôle dans du ce que vous grand-parent. décrivez, c'est parfaitement le rôle qu'on imagine des grands-parents. Pourquoi vous êtes venu là aussi? Parce que vous espérez que peut-être ils regardent cette émission? Oui, C'est comme une lettre, en fait. c'est ça. Eh ben, vous pouvez leur annoncer que vous allez leur rendre visite. Voilà. Maintenant, C'est acté. voilà. C'est acté. Et votre mère, elle s'oppose à ces retrouvailles ou pas du tout? Au contraire. Au contraire? Au contraire. Vous avez quel âge aujourd'hui, Tiffaine? 21 ans. J'ai rien du tout. Et cette histoire de mal, si un jour vous retrouvez vos grands-parents et qu'ils vous montraient à quel point ils ont pensé à vous pendant
pendant ces années de séparation, ça vous aiderait pour votre construction? Oui, ça me toucherait beaucoup. Pendant des années, en fait, j'ai rejeté la moitié de mon identité. Mon nom de famille est d'origine germanique et autrichienne. J'ai grandi en Alsace, donc du coup, chez nous, on nous apprend l'allemand en LV1. J'ai rejeté l'allemand, j'ai rejeté mon côté allemand, j'ai rejeté mon nom de famille, j'ai tout rejeté. J'ai même eu, c'était totalement inconscient, mais beaucoup de mal à apprendre l'allemand. Pendant des années, je voulais plus aller en Allemagne. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années aussi, en grandissant je me suis rendu compte qu'en fait, ce côté allemand, c'était une grande force pour moi. Enfin, je vais régulièrement en Allemagne, je me sens pas plus chez moi qu'en Allemagne. Même chez ma mère, dans mon appartement, dans la maison de ma mère, je me sens pas autant chez moi que quand je vais faire des courses en Allemagne. J'ai envie d'habiter en Allemagne. J'ai fait un voyage à Berlin quand j'avais 16 ans. Et je me suis dit, vous êtes dans cette phase de reconstruction et vous vous dites aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour aller de l'avant. Vous avez besoin de cette filiation. C'est ce que représente aussi vos grands-parents, c'est votre histoire, votre sang et qui vous êtes. Et aussi construire, je dis souvent, construire la famille telle qu'elle aurait dû être. Ouais. Parce que jusqu'à présent, je me suis toujours vue dans la famille de mon père. Mais aujourd'hui, je suis adulte et je commence à construire ma vie de femme. Et aujourd'hui, c'est ma famille. Et aujourd'hui, dans ma famille, j'ai besoin d'avoir mes parents, mes grands-parents. Et j'ai presque envie de dire, si eux ne veulent pas, je dis toujours, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on peut avoir. Mais moi, j'ai besoin d'avoir au moins un membre de ma famille à mes côtés. Je crois que ce cri du cœur, il va vraiment être entendu parce que je vois pas comment on peut rester insensible à cette lucidité et cet amour.